Bonjour à tous et à toutes, merci de nous suivre sur la 92.8 FM La Voix Citoyenne. Il est l'heure de votre émission L'invité de la semaine sur Radio Liberté. Cette semaine, un politique est dans le studio de La Voix Citoyenne, ancien secrétaire chargé des questions politiques et porte-parole du Parti pour la Renaissance nationale PARA. Il est aujourd'hui le président du Mouvement pour le changement et la Renaissance MCR. Carlos Toué, l'invité de votre émission L'invité de la semaine. Carlos Toué, bonjour à vous. Bonjour à tous. Tiona Sanogo est à la technique devant ce micro, Atiana Serge Oulon. Alors, vous êtes doctorat en sciences politiques, vous avez décidé de faire la politique. Est-ce que c'est une façon d'allier la théorie à la pratique? Bon, je peux dire que ma passion pour la recherche et les politiques a commencé déjà en sociologie. Et quand je faisais un niveau de licence, j'avais travaillé déjà sur les mouvements sociaux et sur les campus universitaires. Donc j'ai fait une analyse sociopolitique de la crise de 1999 à 2000 de l'université de Ouagadougou. Et ça, c'était un défi épistémologique parce que on nous avait appris que le premier problème des chercheurs, notamment des sociologues, c'était l'enracinement social. Donc comment arriver à se détacher de cet enracinement-là qui m'a amené effectivement à me prolonger sur les questions politiques. Et ça m'a suivi, j'ai découvert des pistes de recherche, notamment les conflits internes aux partis politiques. Cela a débouché sur une maîtrise en sociologie. Et je comptais faire une thèse en sociologie politique, mais en son temps, il n'y avait pas assez de perspectives. Et le professeur Loada venait d'ouvrir son école doctorale. Je n'ai pas pu participer en tant que la première promotion, mais à la deuxième promotion, la troisième promotion, j'ai été recruté comme étudiant de d'EA et nous avions cheminé jusqu'en 2009 où j'ai travaillé sur l'introduction du sondage d'opinion au Burkina Faso. Et à ce jour, vous en êtes avec la recherche justement pour l'obtention de la thèse de doctorat? Oui. À ce jour, vous en êtes avec cette recherche? Bon, à ce jour, je suis à la phase de la première version. J'attends les instructions de mon directeur de thèse, de mes directeurs de thèse, parce que je suis co-dirigé et ma thèse est co-dirigée. Et j'attends leur retour pour pouvoir peaufiner et que le document rentre dans les circuits pour la soutenance. Alors, à propos de militantisme, ça n'a pas commencé maintenant, c'est depuis le lycée à Ouéguia, si on se trompe, jusqu'à l'université de Ouagadougou. En résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir un peu de l'engagement militant de Carlos Toué? Bon, retenir, c'est se mettre à la disposition au service de la majorité du peuple. Et surtout, faire remonter les ambitions ou en tout cas les attentes de ceux qui n'ont pas toujours cette opportunité ou cette facilité d'exprimer dans les espaces ou dans les lieux où les préoccupations devraient être prises en compte. Donc chaque fois, j'ai toujours été celui-là qui pouvait faire prendre en compte les intérêts de ceux qui étaient absents à la table de négociation ou de discussion. Qu'est-ce que vous avez appris comme enseignement par rapport à ce militantisme scolaire et étudiantin? Bon, ça m'a raffermi dans ma conviction que l'homme n'est rien sans l'homme et que l'homme aussi est le premier bourreau de l'homme. Donc ce qui fait que vous pouvez être avec quelqu'un qui sympathise avec vous, qui est très dynamique à vos côtés dans des combats apparemment collectifs, alors que c'est son intérêt particulier et personnel qu'il vise. Donc cette connaissance de l'homme fait que ça nous donne un peu le sentiment qu'il faut parfois être ferme pour ne pas tout gâter comme il se doit parfois. Et si cette fermeté ne peut venir aussi que si vous avez une vision de votre engagement. Si vous n'avez pas de vision par rapport à votre engagement, peut vous trimballer dans tous les sens, vous ne pouvez que devenir un suiviste et en fin de compte, vous-même, vous êtes très rapidement déçu de votre engagement. Et quand je donne les enseignements, quand j'étais aux parents, quand je donnais les enseignements aux jeunes militants de la CEP, celui du parent ou de la Fédération des étudiants et scolaires du parent, je leur faisais comprendre que la politique est fondée sur deux principes, les attentes et les frustrations. D'ailleurs que les gens s'engagent en attendant quelque chose de son engagement et les gens parfois sont déçus ou sont frustrés parce que les instances qui devraient les permettre d'accomplir ces attentes-là ne sont pas satisfaites. Par conséquent, c'est ça tout le hiatus qu'on a sur la scène politique. Est-ce que vous avez une anecdote comme cela où l'homme n'est rien sans l'homme ou l'homme est un loup pour l'homme? Bon, je sais bien par exemple... Les deux facettes. Oui, les deux facettes existent. Vous le voyez quand vous regardez sur la scène politique nationale. Là, je prends la posture d'analyste. Vous allez voir que tous les dinosaures de la scène politique qui ont dominé la scène nationale ces 30 dernières années ont été grâce à Blaise Compaoré. Voilà.
Mais ce sont ces mêmes-là aussi qui l'ont poussé à l'erreur historique de faire comprendre qu'il était indispensable à la marche nationale du pays. Donc vous voyez, c'est des contextes qui arrivent. Et ça tout le monde peut le constater, je n'invente rien. Depuis 1978, ils se sont organisés dans des mouvements, les ministres communistes, et ils ont renversé la vieille classe, ce que j'appelle la classe de Williams-Ponty, ceux qui sont dans l'école de Williams-Ponty. Ils ont renversé cette classe, cette élite-là, ils se sont accaparés des rênes de l'État. Ils se sont vraiment, certains ont donné tout ce qu'ils pouvaient pour la marche de ce pays-là. Par contre, d'autres aussi ont tiré le maximum de profit de cet État-là pour nous présenter un État qui est de nos jours très faible par rapport aux attentes, aux défis qui l'attendent. Alors, un mot sur votre mémoire de maîtrise que vous avez évoqué tantôt. La thématique a porté sur les conflits internes liés aux partis politiques parce que on a estimé, les observateurs estiment que le Burkina, on a un nombre pléthorique de partis politiques, la centaine. Et finalement, on se demande qu'est-ce qui est celui, parce que généralement, ça part d'un problème, on crée d'autres partis. Quel a été votre diagnostic en cherchant à comprendre un peu les conflits internes au sein des partis politiques burkinabés? Bon, la démarche anthropologique que j'ai appliquée aux partis politiques a montré que nous avons des circonstances bien précises où le conflit éclate. Dès lors qu'il y a un enjeu électoral, c'est-à-dire que pour un positionnement, s'il faut faire des primaires pour certains partis politiques comme le CDP l'a fait en 1996 pour pouvoir faire la liste, pour arrêter la liste des candidats aux législatives, les conflits, les ambitions émergent et les arbitrages n'arrivent toujours pas à concilier toutes les ambitions, toutes les attentes. Donc ces circonstances-là tournent autour des positionnements aussi internes. Quand un parti politique veut renouveler ses structures de gestion, notamment les instances exécutives et les organes exécutifs, disons, la plupart, il y a des prétentions qui s'expriment et l'arbitrage n'arrive toujours pas ou sur les organes, les instances qui sont habilités à installer ces structures de concentrés n'arrivent pas. Et là aussi, il y a la gestion des résultats. La gestion des résultats qui fait que quand les partis politiques arrivent à engager des gains, comme on appelle des gains politiques, des trophées politiques, et le choix des hommes fait qu'il y a des frustrations. Bon, on ne peut pas... Vous voyez bien que ceux qui sont élus sur la liste comme députés, certains, s'il y a des propositions pour votre parti d'être ministre, bon, entre la députation et le gouvernement, parfois, c'est pas aussi clair, c'est pas aussi facile que ça. Et l'autre enjeu, mais je pense que ça a été réglé. En son temps, il y avait le financement de la CENI et le financement hors campagne des partis politiques. Ces deux éléments-là aussi constituaient véritablement un enjeu ou bien une circonstance qui laissait paraître les conflits au sein des partis politiques. Et j'ai même eu des cas où il y avait, j'ai plus le nom, parce que ça fait déjà un bout de temps, j'ai plus le nom de ce parti-là, où le président du parti était à Bourg-de-la-Somme. Son secrétaire général était à Ouagadougou. Quand la CENI a invité les acteurs à passer pour le financement de la campagne, et ces deux se sont retrouvés à la CENI et ça a été vraiment des empoignades. Il a fallu l'intervention de la gendarmerie qui assurait pour mettre fin à ça. Et ça, je pense que c'est réglé avec l'évolution de nos tests et l'évolution de nos institutions. Et ces questions-là font qu'on ne peut plus. Maintenant, ce qui reste, bon, l'autre conclusion à laquelle je suis parvenu, c'est que la plupart des conflits finissent par la création d'un nouveau parti politique. Et ce qui fait que la thèse des 4 partis politiques qui étaient sur la scène politique nationale dans les années 78, et vous avez 2 de la gauche, 2 de la droite, et la plupart, en dehors des partis, quelques partis de 2000 qui sont nés avec l'affaire Norbert Zongo, la plupart des partis sont issus de ça. Soit c'est le MLA qui n'a pas pu gérer ses militants qui sont sortis, ou c'est le PAI qui n'a pas pu gérer ses militants qui sont sortis pour créer OCV et ainsi de suite, et où le CV n'a pas pu conserver ses militants, où on a vu le GCB, l'ULC, l'ULCL, l'ULC Flamme, ainsi de suite.
Voilà, le RDA aussi, vous avez toute cette panoplie de partis politiques qui sont issus du RDA. Vous avez l'IDF, vous avez l'UNDD, vous avez l'ULB qui s'est métamorphosé, mais qui a pris une certaine envergure jusqu'à passer comment dirais-je, les républicains du Faso. Donc, vous avez cette démultiplication des partis politiques, simplement des leaders n'arrivaient pas à s'entendre, soit, comme je l'ai dit, autour de ces 4 circonstances, soit le positionnement interne de le parti n'a pas été à la hauteur de l'attente du leader, ou bien les récompenses attendues ne sont pas, les gens n'ont pas apprécié ce qu'on les a servi. Je vous donne l'exemple de la naissance pas l'UNIMS, mais entre le parti de Jean-Hubert Bazzi. Quand je l'ai enquêté, Convergence de l'espoir. Quand je l'ai enquêté en 2005, et certains des acteurs, la synthèse est que il y a eu une gestion pas très appréciée de la manne financière qui devait accompagner les leaders dans les localités. Donc, beaucoup de ces militants ont pensé que les fonds qu'on devrait mettre dans le sanguier étaient en deçà des attentes vis-à-vis, par exemple, du leader. Par contre, ce qui a été consacré à la région du centre et surtout dans la province de Passoré était disproportionnel. Voilà. Donc, vous voyez, ces genres d'attentes font que, finalement, les gens finissent par claquer la porte. Alors, sur l'émiettement de ces partis politiques, certains observateurs aussi pointent du doigt un peu le régime comparé, le système de la 4e République, parce qu'on a instrumentalisé, on a participé aussi à créer, à faire de telle sorte qu'il y ait des scissions au sein des partis politiques. Est-ce que c'est une motivation, c'est une raison à chercher du côté du pouvoir comparé? Non, je vous donne l'exemple de l'ADF. L'ADF RTA. Non, l'ADF en 72. Avant la fusion avec en 92, quand Herman Yamiogo avait créé l'ADF pour récupérer l'UNDD de son papa, parce que il l'a créé sciemment, et j'oublie le nom du parti, mais il a créé le parti qui a été porté par Marlène Zebango. Marlène Zebango, parce que ça rentrait dans sa tactique de négociation. N'oubliez pas que c'était la question tournée autour de la conférence nationale souveraine. Donc, en démultipliant ou en créant quelques partis satellites, ça lui permettait d'avoir une bonne base de négociation, de discussion vis-à-vis des partenaires qui étaient de l'autre côté. Donc parfois, la création des partis politiques ne sont que des effets de stratégie politique. Mais on a eu la bagarre au niveau du PAI où justement on a pointé un doigt accusateur. Et le défunt Salifou Diallo avait avoué ou reconnaître que de temps en temps ils ont eu à donner des coups. Non, généralement, les partis posés profitent des failles. Vous allez voir avec le cas du parent, on identifie la faille, la faiblesse de la structure et on en abuse. Parce que la politique, c'est la neutralisation de l'autre. Dans la scène politique, il faut neutraliser l'autre. S'il ouvre des perspectives de neutralisation, on va en profiter. Donc, pour revenir au PAI, il était dans mon champ d'action. J'ai rencontré les principaux acteurs animateurs du PAI en son temps. Ce qui était ressorti, c'est que le PAI était confronté à un problème certes interne, mais beaucoup plus externe. Pourquoi? Externe, il faisait partie de ce qu'on appelle en son temps le G14. Et le G14 avait pour leader... Le groupe du 14 février. Voilà. Et le G14 avait pour leader en son temps le professeur Joseph Kizerbo. Mais vous savez très bien que le professeur Joseph Kizerbo ne voulait pas aller aux élections en 98. Donc, il va trimballer tous ces partis qui font partie du G14 pour adopter sa position. Et parfois, on fait recours au texte pour dire qu'on ne peut pas. Donc, la question du PAI a trouvé, en tout cas, sa source dans la position du G14 vis-à-vis des élections présidentielles de 1998. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM. Vous êtes à votre émission, l'invité de la semaine. Cette semaine, Carlos Touer, notre invité. Il est le président du Mouvement pour le changement et la renaissance MCR, un ancien du parent du Parti pour la Renaissance nationale. On va s'arrêter largement un peu sur cet épisode parent. Aujourd'hui, vous avez été exclu, vous avez décidé de tourner la page, vous avez créé un parti politique. Mais revenons un peu aux parents. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Parce qu'on vous a très peu entendu sur cette question, M. Toué. Bon, ce qui s'est passé, c'est que moi je pense, je peux me tromper,
que le professeur Bado a été victime de manipulation. Et comme je l'ai dit, si vous avez... Qui peut manipuler Bado alors qu'il se dit, il dit que c'est lui qui a formé plein de cadres? Bon, en fait, le problème quand la manipulation, qu'est-ce que les gens ont voulu? Pourquoi je ne me suis pas beaucoup prononcé sur la question? Je peux dire les acteurs de l'ambiance sociale ont voulu une situation un peu tendue où on oppose des acteurs pour pouvoir peut-être alimenter le débat. Les gens ont voulu que le père affronte son fils, le fils poignarde son père. Bon, moi, je ne rentre pas dans ce jeu parce que je sais pourquoi je suis rentré aux parents. Je ne suis pas rentré aux parents pour nuire à quelqu'un. Je suis rentré aux parents pour apporter ma contribution à l'émergence de ce parti, surtout à son idéologie. Moi, j'ai fait une communication au colloque international d'Abengourou, où j'ai présenté le tertiarisme comme la voie, comme le modèle en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, qui rentrait dans les cinquantenaires, pour montrer que le tertiarisme peut être la voie pour sortir l'Afrique de l'ONU. Le directeur général de l'économie nationale de la Côte d'Ivoire, après ma communication, est venu dans mon hôtel et on a fait une séance de travail de 10 heures. Parce que les autres passaient, mais c'est comme il m'a pris en otage. Pourquoi? Il faut que je l'explique comment, dans la situation ivoirienne, il peut appliquer ça. Il peut appliquer ça. Voilà. Donc, ce n'est pas... C'est ce genre de débat auquel je m'attendais, au lieu de me ramener à des situations... Mais qu'est-ce qui faisait que Bado vous en voulait particulièrement? Parce qu'il y a eu des exclus et Bado a estimé que les autres, on pouvait les accepter, sauf Carlos Toué. Pourquoi il en voulait particulièrement à Carlos Toué? C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a de la manipulation, parce que beaucoup de gens ont mis dans la tête du vieux que c'est moi vous êtes le dur à cuire et que c'est vous qui menez les autres. Voilà, qui n'était pas en tout cas... parce que les gens, en fait, je vais vous dire, la stratégie, c'est pas moi. Je pense bien que c'était le président Barry qu'on en voulait. Et pour ça... Tahirou Barry. Pour ça, on a demandé de m'exclure. On sait qui? Je pense que le procès l'a demandé plusieurs fois de m'exclure du parti. Parce que les rapports qui lui sont parvenus, j'étais trop autoritaire, j'étais un peu dominateur, j'en faisais à ma tête. Bon, tout ça, il lui dit, lui ne voyait pas une faute politique que nous avions commise et qui méritait quand même une exclusion. En faisant ça, les gens ont mis... savait très bien que si le procès demandait directement à Barry de démissionner, ça allait poser problème parce qu'il a fait de bons résultats. Donc il fallait ce caractère d'injustice-là qu'il faut. Imaginez-vous, lui et moi, nous avons cheminé en intensité politique depuis 2010 jusqu'en 2017 et qu'on lui demande, parce qu'il n'a pas vu de faute politique, on peut faire des erreurs, d'accord, mais pas de faute politique, et on lui demande de m'exclure. Mais il va avoir une crise de conscience lui-même. Il ne peut pas comprendre pourquoi on lui dit de l'exclure. D'autant plus que, ce que les gens oublient, lorsque Barry était président, Tahirou Barry était président du parent, ne voulait pas qu'il avait une fonction qui l'amenait à ne pas être permanent à Ouagadougou. Donc les positions du parti, c'est moi qui les défendais auprès des pères de Tahirou Barry. Donc, au regard de tous les sacrifices et les efforts que j'ai faits pour maintenir le parti à l'État, il ne comprenait pas pourquoi on lui demande Bon, parce que simplement les gens, c'est la haute politique, les gens ont voulu que nous confronter, nous mettre en conflit. Moi, je lui ai dit plusieurs fois, vous savez, il dit, Barry, tu sais, c'est parce que nous sommes des civils que toi tu vis, moi je vis. Si nous étions des militaires, il y a un jour un à dégainer sur l'autre. Parce que les militaires, ils n'ont que les rapports de force. Voilà. Donc on vient te raconter des choses, on vient me raconter d'autres choses pour qu'on s'oppose. De toutes les mêmes manières, nous sommes d'accord sur un principe. S'il y a quelque chose qu'il entend, on se voit et on en discute. Alors aujourd'hui, vous êtes parti, vous avez décidé de ne pas faire la polémique sur la paternité ou la légitimité ou la légalité par rapport à la gestion du parent. Qu'est-ce que vous gardez un peu de cette expérience au niveau du parti pour la Renaissance nationale? Bon, comme j'aime souvent le dire, notre vécu aux parents est une expérience. Et comme toute expérience, elle éclaire par derrière. Donc, elle nous permet, en réalité, de voir venir certains coups
de voir venir des erreurs qu'on peut anticiper, qu'il ne faut pas rebelloter. Donc, ça a participé à renfermer notre conviction que nous pouvons apporter quelque chose à la construction nationale. Alors aujourd'hui, parce qu'en filigrane aussi, on avait évoqué des questions de succession entre Tahirou Barry et Abdul Karim Sango par rapport au parti. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut estimer que c'est l'aile Abdul Karim Sango qui a remporté la bataille? Non, c'est pas une question de succession, c'est une question de succession. On va au Congrès, les textes sont clairs là-dessus. Est-ce qu'en filigrane, c'était pas ça, M. Traoré? Je n'ai jamais entendu Sango manifester le désir d'être président du parent. Ouais. Moi, je n'ai jamais entendu. On a entendu Laurent Badou à ce sujet. Bon, c'est pour ça que je dis que moi, je n'ai jamais entendu. Moi, je ne travaille pas avec les individus, je travaille avec les institutions, les instances, les organes. S'il y a une réunion, on dit, bon, l'équipe dirigée par Tahirou Barry est inefficace, il faut passer la main à une autre équipe. Ben, on regarde les textes, ce que les textes permettent, et puis on y va. Voilà. De toutes les mille manières, vous voyez comment ça se passe dans d'autres partis. Des ambitions, les gens suscitent ces ambitions, ils les alimentent et ils les font porter par des acteurs à l'interne. Et je n'ai jamais entendu un chef, parce qu'en ce temps, nous on parle de chef de région, chef de province, parent. Je n'ai jamais entendu un de ces responsables, chef de parent, région ou province ou membre du bureau politique national, et mettre sur la table la discussion, même si ne serait-ce qu'en divers, et la question du retour de l'alternance à la tête du parent, notamment la vocation de Sango Abdul Karim a été président. Après le parent, les informations faisaient état de ce que vous allez rebondir, vous, en faisant allusion aux exclus du parent, vous allez rebondir au niveau du FPR, le Front Patriotique pour le Renouveau, dirigé aujourd'hui par Aristide Ouedraogo. Qu'est-ce qui s'est passé en tant que finalement vous n'avez pas rebondi au niveau du FPR? C'est finalement le MCR que vous avez créé. Non, quand nous avions pris acte de la décision du ministère de l'administration territoriale et donnant le récépissé du parent à Michel Béré, nous avons fait une dernière réunion du bureau dirigée par Tahirou Barry. Et j'ai été le dernier à intervenir pour dire, vous avez deux situations possibles, deux cas. Soit vous vous soumettez à la direction de Michel Béré, ou bien vous prenez vos responsabilités, vous êtes libre. Et si vous êtes libre, là encore, il y a au moins vous avez deux situations. Soit, ou trois situations. Si vous êtes libre, vous avez trois situations. Soit vous créez votre parti politique, soit vous adhérez à un parti politique, ou bien vous militez dans la société civile, ou bien vous vous retirez de la vie politique. Mais honnêtement, je ne sais pas quelle est la position de Barry, mais moi, je n'en voudrais à personne d'avoir été, d'aller créer son parti ou bien d'adhérer à notre parti politique. Parce que nous avons fait quelque chose de magnifique, de grandiose ensemble. Et je suis de ceux-là qui pensent que la liberté, là, ça ne se marchande pas. Donc, vous êtes libre de prendre la décision qui vous convient. Et les uns et les autres se sont vus. Il y a eu toutes les propositions possibles. Hein. Il y a eu beaucoup de propositions. Bon, moi, personnellement, j'avais besoin de temps pour faire une introspection. Et les autres sont partis, ils ont tenté de rebondir. Certains sont dans la société civile, d'autres ont intégré leurs anciennes structures politiques, donc nos anciens partis politiques, et d'autres aussi se sont mis ensemble, notamment le secrétaire général Raymond Bayoulou, le chargé de communication Yaya Sawadogo, qui est le vice-président du MCR, et Madame Nyenyen, Madame Yamiogo, toutes ces personnalités-là qui étaient auparavant avec nous sur l'équipe de Barry ont convergé au FPR, mais moi, j'ai pas suivi le coup. Dans le FPR, c'était pas vous? Non, je n'ai pas été associé directement à la création du FPR. Vous avez suivi indirectement la création? J'ai suivi parce que c'est des anciens camarades, c'est des amis, donc de toutes les mille manières, certains ont du respect pour moi, ils me consultent et je leur donne ma lecture de la situation. Est-ce que Tahirou Barry était derrière la création du FPR? Ben là, il faut le voir parce que... Aujourd'hui, vous souhaitez qu'il porte votre étendard pour la présidentielle de 2020. On suppose que vous connaissez suffisamment la personnalité. Oui, mais il est derrière le FPR. Ce serait bien que le FPR rallie à mon appel. J'ai lancé un appel à la jeunesse burkinabé de s'organiser sous toutes les formes possibles pour qu'on assume clairement notre responsabilité historique. Donc c'est une main tendue au FPR de Aristide Ouedraogo.
une main tendue à toutes les formations, toutes les organisations, toutes les structures de jeunesse. Alors, depuis janvier 2019, effectivement, vous êtes le président du mouvement pour le changement et la renaissance. La question qu'on se pose déjà, pourquoi un nouveau parti politique, M. Carlos Toé? Bon, c'est pour jouir de mon droit constitutionnel. Est-ce qu'on n'en a pas suffisamment parmi la centaine de partis politiques? Voulez-vous, vous êtes dans une structure des droits de l'homme, c'est mon droit constitutionnel. Nous sommes en droit aussi de vous poser la question, est-ce que vous ne retrouvez pas parmi la centaine de partis politiques déjà qui existent sur l'échiquier politique? C'est pourquoi je vous ai dit, quand on a fait la dernière réunion du bureau dirigé par Tahirou Barry, je suis revenu un peu sur les différentes perspectives qui s'offraient. Voilà. Donc chacun a son âme et conscience, regardait l'évolution de la situation nationale et prenait la bonne décision qui lui convenait. Et moi, à mon niveau, parce que le MCR, c'est pas moi seul, il y a beaucoup de forces vives qui sont à l'interne, qui sont... Donc pourquoi le MCR? Parce que simplement, après cette situation désastreuse, sinon je dirais... inconfortable aux parents, beaucoup de personnes ont continué à nous approcher pour dire que nous n'avons pas fini la tâche que nous avons commencée, qu'il fallait poursuivre, parce que nous nous avons donné comme objectif fondamental la conscientisation politique de la jeunesse burkinabé. Parce que ce qui est dangereux, c'est d'avoir une classe politique dans la société. Ce qui est dangereux, c'est d'avoir une classe politique vieillissante. Et que quand on regarde, en retour, il n'y a pas une jeunesse politique suffisamment consciente qui monte. Et donc notre tâche c'était de proposer la relève politique, qu'elle soit compétente. Et si maintenant cette relève-là, elle a besoin de formation, elle a besoin de partage d'expérience. Donc ce travail-là, il n'est pas bien de dire à un jeune de s'engager et toi-même tu n'es pas engagé. Il va dire, ah non, tu es incohérent. Donc ce qui fait que, bon, nous avons dit, comme nous avons une certaine capacité de rallier des gens, nous avons pensé qu'il serait bien, au regard de la situation nationale, de travailler à faire émerger toutes ces énergies dormantes dans le corps de la société, pour qu'elles se connectent et qu'elles deviennent une lumière qui va nous permettre de proposer des voies, des solutions idoines à nos difficultés que nous traversons maintenant. Qu'est-ce que le MCR propose concrètement de nouveau qu'on n'a pas encore sur l'échiquier politique? Qu'est-ce que vous avez sur l'échiquier politique? Nous avons une centaine de partis politiques qui se réclament de gauche, de droite, du centre, d'aucun camp. Donc, si vous faites la classification à partir des critères de l'idéologie, vous avez vu que nous avons dit que nous ne sommes pas trop attachés aux idéologies. Parce que nous avons vu ce qui amène là où conduit les idéologies. Nous inspirons beaucoup plus des modèles qui ont fait rêver l'Afrique et le Burkina Faso. Donc ces modèles-là, ce sont des Africains qui ont pensé africain, qui ont agi africain. Vous avez donc enterré le tertiarisme alors? Le tertiarisme, le débat avait commencé en 2014, quand nous étions au Congrès, le débat avait commencé parce qu'il y avait des éléments qui qui étaient un peu dépassés, qui ne pouvaient pas tenir compte encore de l'évolution actuelle de notre société. Quand vous voulez installer des jeunes en micro-coopérative dans des bas-fonds, alors que ces jeunes n'ont pas le rêve d'être des agriculteurs, donc vous voyez que votre tertiarisme-là, ça va poser un problème. Ils rêvent d'autre chose. Donc, il faut travailler à tenir compte des rêves des jeunes pour fonder une réalité et qui puisse être en mesure en tout cas, de leur donner espoir. Donc, par exemple, dans ce cadre-là, le regroupement des jeunes en micro-coopérative en coopérative allait être une solution difficile. Donc, déjà, au Congrès de 2014, on en avait discuté. Donc, dans notre entendement, par exemple, il fallait plus mettre l'accent dans l'évolution de l'agriculture en mettant beaucoup d'ingénieurs ou, disons, d'agroéconomistes en vigueur, en évidence, pour pouvoir résoudre la question de l'autosuffisance alimentaire. Donc pour vous, aujourd'hui, la question des idéologies ne répond plus aux réalités du monde actuel? Bon, vous voyez très bien que vous allez appeler des gens qui s'appellent socialistes, mais c'est des politiques libérales qu'ils utilisent. D'autres qui se disent libéraux, c'est des politiques socialistes. Donc ce qui fait que ces deux grandes théories
les gens, il n'y a plus de cloisonnement distinct entre ces deux mouvements. Ce qui fait que ce qui importe en tant qu'acteur politique ou en tant que dirigeant, c'est trouver la solution aux problèmes des gens. Et quelle est la direction que vous prenez alors? Ce qui est sûr, nous n'allons pas vraiment nous écarter de notre... je peux dire comme Kizerbo, le socialisme africain, parce que nous sommes africains, donc les valeurs qui identifient ou qui caractérisent l'Africain ne sont pas les mêmes valeurs que les Occidentaux et les Asiatiques. Donc nous n'allons pas entreprendre des actions qui nous éloignent de ça. Et en même temps, dans nos collaborations, nous devons tenir compte de ça, dans nos collaborations avec les autres partis politiques ou les autres forces politiques. Est-ce qu'en rapport avec votre thème de recherche, les conflits internes liés aux partis politiques, le MCR a été créé pour un enjeu électoral 2020? Non, le MCR est un outil politique que nous allons mettre à la disposition de toute la jeunesse pour qu'elle comprenne qu'elle n'est pas handicapée, qu'elle n'a pas à se sous-estimer et surtout à se morfondre en entendant une bienveillance d'une vieille classe politique. Est-ce que ce n'est pas en perspective justement de cette question? Mais si vous, non, nous n'allons pas. En 2020. Je vais vous dire une chose. Nous n'allons pas faire l'erreur du MPP. Nous n'allons pas conquérir le pouvoir et puis ne pas savoir gérer le pouvoir. Ah non, parce que c'est ça le problème. Donc si nous disons, c'est pourquoi le MCR est né. Si on arrive à fédérer toutes les énergies de jeunesse ensemble pour porter quelqu'un qui a une vision à la tête de l'État, il faut ces structures fortes-là pour appliquer ces décisions, pour appliquer ces résolutions. Donc le MCR va contribuer à pour finalité, au contraire, d'être l'organe ou disons un outil politique qui va travailler à résoudre les problèmes de la jeunesse du Burkina Faso. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM et vous êtes à votre émission, l'invité de la semaine. Cette semaine, le président du mouvement pour le changement et la renaissance, MCR, Carlos Toué, notre invité. Vous avez créé le parti, déjà la première sortie. Vous réclamez ou vous demandez du moins à Tahirou Barry d'être votre porte-étendard, votre candidat à l'élection présidentielle de 2020. Pourquoi le choix de Tahirou Barry pour un parti qui vient d'être créé? Non, si vous m'avez bien suivi, j'ai dit que nous avons, pendant notre période d'introspection, reçu beaucoup d'appels qui nous ont dit, mais Toué, qu'est-ce que tu fais pour que la jeunesse se réveille, pour que la jeunesse commence à croire à sa propre capacité de gérer ce pays-là. Donc, ce sont ces appels-là que j'ai écoutés. Et du coup, les noms qui revenaient le plus, c'est pas moi. Les gens réclament Tahirou Barry. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je ne peux que faire ce que je sais faire et trouver les stratégies pour que ceux qui m'ont approché pour qu'on fasse quelque chose, qu'on puisse le faire. Donc, l'appel à la candidature de Tahirou Barry, comme je l'ai dit, c'est un acte d'humilité pour moi-même. Pour que les gens comprennent que ce n'est pas parce qu'on crée un parti politique qu'on doit être forcément celui qui doit être mis au devant de ce parti politique. Que ce n'est pas parce qu'on est président d'un parti politique qu'on doit être forcément le candidat de ce parti politique. Que ce n'est pas parce qu'on a créé un parti que tous les bénéfices qui viennent au parti, c'est immédiatement vous. L'engagement politique est un sacrifice, c'est un sacerdoce. Donc, si vous ne comprenez pas ça comme ça, ça va être difficile. Si vous demandez aux jeunes de se sacrifier, de monter au créneau, d'assumer, de ne plus abdiquer, et puis vous-même, vous voulez déjà tirer les premiers profits de la situation, personne ne va vous croire. On va dire, mais lui là, il nous mobilise pour son propre compte. Il nous mobilise et il va abuser de notre confiance. Alors que l'idéal pour nous, c'est de faire comprendre à la jeunesse qu'il est temps qu'elle se réveille et qu'elle peut avoir confiance à un homme. Elles peuvent s'organiser. Et si elles s'organisent, personne ne peut la trahir. Est-ce qu'on peut donc déduire que le MCA a été créé pour assouvir les ambitions de Tahirou Barry? Les ambitions de Tahirou Barry, nous avons fait un appel, il n'a pas encore répondu. Ce n'est pas les ambitions de Tahirou, c'est les ambitions de la jeunesse burkinabé. Avant la création du MCA, on avait annoncé que Tahirou Barry allait créer un parti politique. Et finalement, quand on parle du MCR, on dit le parti de Tahirou Barry. Moi, ça ne me dérange pas. Ça ne vous pose pas un problème que vous soyez le président d'un parti politique et on voit à travers vous une autre personne? C'est ce que je vous ai dit. C'est une vision, une vision, une façon de voir les choses. Moi, je dis que ce n'est pas parce qu'on crée ou on est le président qu'il faut être le candidat. J'ai dit aussi que ce n'est pas parce qu'on est le président qu'il ne faut pas reconnaître ses limites. Voilà. Donc, moi, je sais que très bien, à l'étape actuelle de ma vie sociale, politique et académique et ceci, et je ne peux pas assumer cette fonction. Je ne peux pas être le porte-étendard de la jeunesse pour une mission comme la présidence du Faso.
Donc vous préférez... Je reconnais mes limites. Vous préférez être l'homme de Tahirou Barry? L'homme de Tahirou Barry, l'homme de la jeunesse. Je vais être la croix de transmission entre la jeunesse et Tahirou Barry. Vous n'êtes pas l'homme de Tahirou Barry? Je suis l'homme du peuple. Que répondre à ceux qui estiment qu'à travers vous, c'est Tahirou Barry qui tire les ficelles? Si Tahirou Barry fait partie de tirer les ficelles, bon, quelle ficelle? C'est lui qui instrumentalise, c'est lui qui est en vérité le véritable patron du MCR. Ce que vous ne me connaissez pas, moi, on me fait pas... C'est ce que d'aucuns estiment. Bon, ça, je veux parler comme mon professeur Guissou, c'est leur opinion. Quelle est la réalité qui se passe au MCR? Qui a créé le MCR? Est-ce que c'est Tahirou Barry ou bien c'est l'ensemble des exclus du parent? Non, vous voyez déjà que le gros lot des exclus sont au FPR. Le Front patriotique pour le renouveau de Aristide. Les gros lots sont là-bas. Il y a eu de nouvelles personnes qui ont vu observer la scène politique, qui ont pensé qu'il était temps qu'ils s'engagent. Et ce sont ces personnes-là avec lesquelles nous nous sommes associés pour créer le MCR. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives qui se dégagent au niveau du MCR? Les perspectives en termes de structuration, nous avons quand même pas mal de contacts. Nous allons responsabiliser ces personnes-là dans les provinces, dans les communes, dans les villages, les quartiers, les secteurs. Et ensuite, après ça, nous allons travailler à la visibilité du MCR, surtout jouer toute notre partition auprès de ces formes. Le chef de file de l'opposition politique. Voilà, le chef de file de l'opposition, mais aussi travailler avec les organisations de la société civile qui prônent une gouvernance vertueuse de ce pays-là. Voilà, nous allons nous mettre vraiment au service du peuple. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes bien sûr Radio Liberté 92.8 FM. Vous êtes à votre émission, l'invité de la semaine. Cette semaine, Carlos Toé est notre invité. Il est le président du mouvement pour le changement et la renaissance. On va s'arrêter sur les questions d'actualité avec au plan sécuritaire le détachement militaire de Kompiambiga dans l'Est, situé à 15 km de Fada Ngourban, qui a été attaqué par des individus armés non identifiés le 30 janvier 2019. Officiellement, l'attaque a fait un blessé. Carlos Toé, quelle est votre réaction sur cette énième attaque à l'Est du pays? C'est devenu du quotidien maintenant. Je peux dire chaque quinzaine, nous avons une situation dramatique qui se présente à nous. Je présente mes condoléances aux familles éplorées. Je souhaite que les disparus retrouvent la paix auprès de leur divinité. Donc, sur cette question, je pense que nous avons un problème social parce que nous n'avons pas encore réfléchi profondément, sereinement, sans calcul politique, à la situation sécuritaire de ce pays-là. Donc, depuis l'insurrection, ou même bien avant, on aurait dû faire le diagnostic de l'armée. Il faut faire un diagnostic sans complaisance de notre armée et redéfinir les missions de l'armée en l'aide et les doter de moyens à la fois humains et logistiques par rapport à leurs nouvelles missions qui se définissent en fonction des nouveaux enjeux qui se présentent à eux. Mais on n'a pas fait ce travail. On pense que c'est le changement des hommes qui peuvent résoudre le problème. Donc pour vous, la nomination de Chérif Sy au ministère de la Défense, du général Moïse Minungou à l'état-major général des armées, ce n'est pas une question d'homme. Bon, Chérif Sy, c'est un fils de général, lui-même n'est pas général. Donc ne confondons pas la chose. Je ne sais pas quelle est sa connaissance des questions militaires, des questions de stratégie militaire. Est-ce que de la responsabilité qu'il assume, il faut forcément connaître quelque chose? Il faut être du milieu. Quand tu ne connais pas, tu ne peux pas agir. Et pourtant, on attend que, par exemple, au ministère de la Santé, les meilleurs ministres de la Santé qu'on a eus, ce ne sont pas des médecins. Il ne faut pas forcément être du milieu. Non, ce n'est pas juste. Mais ils ont une idée de la politique publique de la santé. Mais je ne suis pas sûr que notre ministre ou haut représentant ministre... Ancien haut représentant, il n'y a aucun décret. Attendez, il n'y a pas eu de décret. Est-ce qu'il y a un décret qu'il a ministre de la Défense plutôt. Non, est-ce qu'il y a un décret qu'il a nommé? La Constitution prévoit que quand on est nommé à un portefeuille ministériel, c'est incompatible avec toute autre fonction. Non, il y a un décret qu'il a nommé. La Constitution prévoit qu'il y a incompatibilité entre le portefeuille ministériel et toute autre fonction en dehors des activités académiques. Ah bon? C'est la Constitution qui le prévoit. Vous n'avez jamais entendu qu'on a violé la Constitution? Donc vous pensez que... Parce que ce poste-là même, est-ce qu'il était constitutionnel? Donc vous pensez que ce coup-ci, on a violé la Constitution? Depuis, le décret même était anticonstitutionnel. De la création du poste de haut représentant. Parce que le chef de l'État, la Constitution est claire dessus. S'il est empêché temporairement, c'est le Premier ministre qui le représente. Et quand on dit qu'il le représente, ça veut dire qu'au-delà des attributions ordinaires qu'on a, il peut assumer toutes les autres fonctions qu'il a pendant le temps nécessaire. Si c'est définitif, maintenant c'est le président de l'Assemblée ou le président du Sénat qu'on avait, qui n'est pas passé. Voilà. Alors,
Aujourd'hui, Chérif Sy est le ministre de la Défense, M. Touré. Vous pensez que ce n'est pas une question d'homme? C'est un très mauvais choix, à mon avis. Vous pensez que c'est un mauvais choix? Parce que de lui octroyer le forfait de la je ne suis défense. pas sûr qu'il connaît très bien la situation. Parce que c'est pas parce qu'on est journaliste, on a fait du reportage sur le terrain, qu'on a quand même les secrets militaires pour pouvoir aviser. Parce que nous sommes dans l'anticipation. Et pour parler de l'anticipation, il faut avoir des réseaux d'information et qui vous permettent d'anticiper les coups. Il y a des services techniques pour cela. Bon, voilà, ces services techniques, ça vous fait combien de morts? Donc, c'est pourquoi je parle du diagnostic de l'armée. Est-ce que c'est au niveau des renseignements que ça ne va pas? Ou bien c'est au niveau de la planification des opérations que ça ne va pas? Mais où ça ne va pas? Où c'est lié même à la nature de la formation militaire? Je vous dis une chose. Quand l'Europe va rentrer en guerre, Hitler n'a pas mis 2 ans pour lever une nouvelle armée pour exprimer son ambition de domination sur l'Europe. Même si nous, c'est ça fait 3 ans. Exemple. Ah ben oui, non. Moi, je suis réaliste. La politique, c'est le réalisme. Si nous voulons avoir la souveraineté sur notre territoire, en 3 ans, nous devrons lever une armée, aussi bien au niveau de la haute hiérarchie militaire que dans les hommes de rang, qui puissent faire face à cette menace-là. Au moins qu'on booste la question hors de nos frontières. Donc, ce qui n'est pas tolérable, pour vous, aujourd'hui, le problème, c'est un problème de diagnostic et de stratégie qui est posé. Oui. Alors, le Burkina qui a su depuis ce 1er février la présidence tournante du G5 Sahel, une initiative régionale qui concerne le Burkina, le Mali, le Niger, la Mauritanie et le Tchad pour lutter justement contre le terrorisme. Déjà, quelle est votre appréciation sur cette initiative régionale pour lutter contre le terrorisme concernant ces 5 pays-là? Bon, au début, quand j'ai regardé, je me suis dit, est-ce que le G5 n'est pas une stratégie pour endormir nos chefs d'État et nos d'État? Qui veut endormir nos chefs d'État? L'impérialisme occidental. Pour endormir nos chefs d'État sur l'enjeu. Parce que si on vous fait croire que vous pouvez compter sur l'Occident pour résoudre cette question-là, c'est pas vrai. C'est la France qui est derrière. Mais vous avez vu que les États-Unis se sont démarqués au début pour dire qu'elles ne financent pas ces machins-là. Qu'ils lui préfèrent traiter directement avec les États qui sont souverains. La coopération bilatérale. Oui. Donc, cette structure-là, ça fait, depuis sa création, je n'ai pas encore vu un acte d'espoir. Et pourtant, il y a eu des opérations conjointes. Bon, enlever l'opération française dans tout ça, vous allez me dire, non. Moi, je pense que c'est un piège occidental pour nous endormir et puis, bon, vaquer à d'autres choses. Mais comment se fait-il que nos dirigeants tombent là-dedans, M. Touré? L'indépendance économique de nos États les place dans des situations fragiles sur la scène internationale. Nous ne sommes pas économiquement indépendants, ce qui fait que si vous avez besoin de 18 000 milliards pour votre PNDS et que vous vous attendez à 90% de ces financements des bailleurs de fonds, sur la scène internationale, vous êtes obligé de concéder. Vous êtes obligé de concéder des choses. Je ne suis pas sûr que l'idée du G5 Sahel vient des cellules stratégiques de l'armée burkinabé. Donc, ce n'est pas un projet né et porté par des Burkinabés, ni des Maliens, ni des Nigériens. Non. Donc, regardez l'origine, parce qu'on parle de politique publique, l'émergence. D'où part l'idée et quelle est sa vocation? Donc, l'émergence de ce projet-là, dit G5 Sahel, n'est pas un projet de ces 5 États-là. De façon globale, par rapport aux mesures prises jusque-là, on a décrété l'état d'urgence. On a entendu des voix qui demandent à ce qu'on l'étende sur toute l'étendue du territoire national. Sur cette question d'état d'urgence, quel est votre avis sur cette question? Est-ce que c'est une des solutions pour lutter contre le fléau? Vous voyez, je me suis toujours méfié des modes de gouvernance fondés sur l'opinion publique. Nous n'allons pas tomber comme Berlusconi, chaque jour quand il se lève, il regarde quelles sont les tendances et puis il prend les décisions. Ce décret de l'état d'urgence a été inspiré par les réseaux sociaux. Je ne suis pas sûr que c'est l'armée qui a demandé au chef de l'État de décréter cet état d'urgence pour qu'elle puisse agir. Donc, quand ce n'est pas une condition réclamée par l'armée pour agir, mais c'est normal que ça échoue. Allez trouver l'origine de ce décret-là. On dit, oh, parce que le Mali a fait, nous on fait. Oh, le Niger a fait, nous on fait. Mais l'armée burkinabé n'a rien dit. L'armée n'a pas dit que nous avons besoin de ça pour agir. L'armée, c'est la grande muette. On n'a pas entendu la hiérarchie militaire se prononcer sur la question. La preuve, il semble bien que ça a été une des causes du départ de Sadou. Du général Oumarou Sadou. Ah oui. Parce que l'armée n'a pas été consultée. Parce que l'armée, c'est ce qui on a mis l'armée sur le fait accompli, selon vos informations. Voilà. L'armée n'était pas informée de cet état, ce qui fait que les dispositions n'ont pas été prises dès les 48 heures qui ont suivi. Et disiez-vous bien une chose, que le 30 et 31 à Fada, comment a été la réaction de la population? Parce que chacun s'est fait une idée de l'état d'urgence. Chacun a fait son interprétation. Chacun a dit, voilà, si tu fais ça, on ne fait pas ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. 30 et 31 décembre 2018. Oui, donc du coup, ce qui fait qu'il y a eu on a senti un manque de préparation
aussi bien des forces, des troupes de FDS et pour pouvoir décréter cet état d'urgence-là. Ce qui fait que, moi je pense que ce qui pose problème, il y a une question de volonté à résoudre une fois pour toutes cette question-là. C'est ça le problème. Alors, sur la situation sécuritaire, sur un autre volet, la cohésion sociale, avec les événements de Yurgou depuis ce 31 décembre 2018, ces représailles qu'il y a eu après l'assassinat du chef coutumier de Yurgou dans la commune rurale de Barsalgo, dans la région du centre-nord, à la suite de l'assassinat du chef coutumier et de 5 autres de sa famille. Il y a eu des représailles contre la communauté Peul. Le bilan qui s'alourdit depuis les premières heures de ce massacre, selon le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, on évoque à la date de ce 1er février 2019 un bilan de 210 morts, un chiffre largement au-delà du bilan officiel dressé jusque-là, parce que le bilan officiel date quand même il y a quelque temps, qui fait état de 49 morts. Quelle est votre réaction sur ce drame de Yurgou? Une fois de plus, c'est de présenter mes sincères condoléances aux familles éplorées et surtout d'interpeller les pouvoirs en place. Et chacun doit jouer son rôle. Parce qu'on ne peut pas admettre une telle situation sous peine de passer à l'impunité ou de promouvoir l'impunité. Dès lors qu'un citoyen burkinabé peut se rendre justice à lui-même, il met en branle les principes du contrat social. Donc, cette situation va être à l'image du crime de s'appui et un indicateur de la déchirure sociale. Et cette déchirure, il faut que nos autorités comprennent que si la rumeur continue à propager que c'est un affrontement interethnique, les autres groupes communautaires minoritaires observent le traitement qu'on attribue, le traitement affligé à cette situation. De peur, s'ils ne sont pas satisfaits de la manière que ça sera traité, j'ai peur qu'on se trouve dans une situation de ce qu'on appelle le repli identitaire. Les gens vont se replier sur eux-mêmes pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir dire au cas où, nous aussi nous pouvons réagir. Donc, l'État doit être ferme sur la question pour préserver l'unité nationale. Comment vous appréciez justement la gestion de cette crise-là? Parce que d'aucuns estiment que l'État a largement failli et même le déplacement du président du Faso à Yurgou n'a pas tenu un discours rassembleur, un discours d'unité nationale. Bon, moi je pense que c'était sur le feu de l'action. Il n'avait certainement pas pris la mesure de la profondeur de la déchirure, de la blessure. Et maintenant, je pense qu'ils doivent tout mettre en œuvre. Nous l'avons vu avec l'affaire Norbert Zongo. On a mis immédiatement en place une commission indépendante, une commission d'enquête indépendante. Mais Yurgou, on devrait mettre en place une commission indépendante. Parce que ça fait 210 morts et le tribunal de grande instance de Kaya, déjà on évoque qu'ils seront débordés s'ils doivent... Il ne peut parce qu'il n'y a pas suffisamment d'officiers de police judiciaire pour pouvoir entendre toutes ces personnes-là. Il ne peut pas. Ça dépasse les juridictions. L'ampleur fait qu'on ne peut pas aller dans la justice classique. C'est pas possible. Donc parce que ça touche... Il faut déjà songer à mettre en place une commission d'enquête indépendante. Une commission d'enquête indépendante pour pouvoir donner espoir aux parents des victimes. Ils vont espérer qu'effectivement quelque chose est en train de fait. Mais si on ramène ces dossiers au niveau des tribunaux, qui sont déjà dépassés par des dossiers qui n'arrivent pas à traiter, parce qu'il y a des dossiers en cours depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans, il y en a avec les multiples grèves des auxiliaires que vous connaissez, il y a beaucoup de situations, de difficultés au niveau de cette justice-là. Donc, à mon avis, la meilleure solution, c'est de penser à trouver les ressorts de notre société qui permettent de faire face à ce genre de situations, en mettant effectivement en place une commission d'enquête indépendante. Sur le plan politique, pensez-vous qu'on a suffisamment pris les mesures face à l'ampleur de ce drame-là? Quelle mesure? Mais moi je connais le président du Faso s'est déplacé là-bas. Non, je vous dis une chose, moi je connais, c'est pas une question de symbolisme. C'est pas une question de symbolisme. Les gars, il est traumatisé. Est-ce que vous pensez qu'il voyait même le chef de l'État? Il est sous le choc. On n'a pas besoin des chefs d'État. On a besoin des psychologues, des médecins de la... Ces personnes sont sur place au niveau des camps. Réparties, vous allez voir ce qui se passe. Donc c'était juste les premières heures à votre avis? C'est compliqué. Donc ce qu'il aurait fallu, c'est l'accompagnement psychologique d'abord. Ensuite, quand ils vont retrouver leur sens, toutes les sensations, le chef de l'État peut maintenant aller régler la question pour les rassurer. Voilà les mesures fortes que j'ai entreprises, voilà ce que j'ai appris, mais voilà ce que je veux faire pour que cela ne se reproduise plus. Il est parti. Vous avez vu que ça a créé plus de déception que d'espoir. Donc c'est une mauvaise sortie.
Alors, on a vu la réorganisation de l'équipe gouvernementale, le ministère de l'administration qui est devenu un ministère d'État. On a ajouté la cohésion sociale, le ministère de la femme, de la solidarité, on a ajouté l'action humanitaire. Pour vous, est-ce que ça rentre en ligne de compte? Non, c'est des concepts creux. Quand vous parlez de cohésion sociale ou bien de solidarité nationale, si vous repartez sur la définition des concepts, vous allez voir que c'est la plupart, quand on parle d'unité nationale, ça tient compte de tout ça. Donc vous, c'est du bluff. Sur le front social, les élèves sont sortis cette semaine pour réclamer la reprise des évaluations suspendues par la Coordination nationale des syndicats de l'éducation pour obtenir la satisfaction de leur plateforme revendicative. Ce mouvement dure depuis 2018, depuis le premier trimestre, et à ce jour, on n'a toujours pas les évaluations au niveau des établissements primaires, secondaires. Quel est votre commentaire sur cette fronde sociale? Bon, moi je pense qu'il faut un dialogue franc et sincère entre le gouvernement et ses partenaires sociaux. Parce que le système éducatif est fondé sur les deux choses: apprentissage, assimilation et contrôle. Donc, si on biaise un des principes, ça pose un problème. C'est s'initier, c'est dangereux. Parce que l'étudiant ou l'élève qui pense connaître, c'est au cours des évaluations qu'on ressort les erreurs, les insuffisances, les faiblesses pour corriger. Mais il n'a pas cette opportunité qu'on lui révèle ces insuffisances et ça, ce n'est pas bien. Moi, je pense que les chefs coutumiers qui se sont ingérés pour l'accord en 2017-2018 doivent se lever encore pour ramener chaque partenaire face à ses responsabilités. Si la faute est du côté de la coordination nationale des enseignants, qu'elle prenne à témoin l'opinion nationale et internationale. Nous avions promis ça, voilà, nous avons réalisé ça, donc vous n'avez pas de raison de faire ça. Si c'est du côté du gouvernement, il n'a qu'à dire la vérité au gouvernement. Ah, vous avez promis de faire ça, vous n'avez pas fait ça, donc il faut le faire. Voilà. Donc, ils se sont mis dans une situation où il ne peut plus être en marge de la situation. Alors, toujours sur le monde scolaire, avec ces situations d'enseignants violentés par des parents d'élèves, ça a été vécu à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. Que vous inspire ces faits? C'est désolant. Parce que l'école qui devait être le lieu de pacification de l'individu, ces symboles apparaissent, sont attaqués. Parce que l'école est comme l'armée. C'est par l'école qu'on formate les citoyens. Et ceux qui formatent ces citoyens, ce sont des enseignants, des éducateurs. Maintenant, si le symbole même est attaqué, je ne sais pas quelle image on donne aux apprenants. Et on est surpris que 5 ans, 10 ans, on se trouve à un degré d'incivisme que les gens ne peuvent pas expliquer. Tout part de l'école. Après la famille, c'est l'école qui récupère l'individu, l'enfant, ou la rue. Donc, si vous laissez l'école qui doit assumer ce rôle de création de citoyens à la merci de tous, ça pose un problème. Moi, je pense qu'il faut beaucoup plus de rigueur dans le traitement de ces situations pour que ça ne se répète plus, qu'on comprenne que l'instituteur est le père de la nation. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. L'invité de la semaine s'achève. Radio Liberté recevait à l'émission l'invité de la semaine, le président du mouvement pour le changement et la renaissance MC, Carlos Toué. Monsieur Carlos Toué, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, moi je vous remercie. Tiona Sanogo était à la technique. Présentation Atiana Serge Oulon. Rendez-vous très prochainement sur Radio Liberté 92.8 FM pour un nouveau numéro de l'invité de la semaine. En attendant, bonne suite de programme sur la 92.8 FM, La Voix citoyenne.